Alors moi, je croyais que les migrations italiennes, c'était passé crème, hein. Nous, on adore les Italiens, la pizza, les pastas. Pour moi, on avait toujours été les meilleurs amis du monde. Et je découvre, en préparant ce livre, que pas du tout. Pas du tout, ça s'est pas du tout passé crème. Ça a été très compliqué, ça a été très douloureux, ça a été très violent. Dur comme fer, c'est un roman en 2 parties. Dans la première partie, on est dans les tout premiers jours du XXe siècle et on va suivre les aventures, plutôt les mésaventures à vrai dire, d'un Italien qui quitte donc l'Italie pour immigrer en Lorraine française et venir travailler dans les mines de fer, puisque c'est l'époque des grandes migrations italiennes en Lorraine. Et il va lui arriver des tas de choses, il fuit sa famille mafieuse, on l'accuse d'un certain nombre de crimes. Et puis, dans la deuxième partie, son fils, Antonio, 8 ans plus tard, vient mener l'enquête pour essayer de disculper le père et de comprendre ce qui lui est arrivé. Voilà. Et c'est donc un roman qui est à la fois une enquête, naturellement, une quête aussi, personnelle et familiale, et puis un roman historique qui retrace l'histoire, en l'occurrence de l'acier français, hein, depuis les mines de fer, les hauts fourneaux, ce qu'on appelait les hauts fourneaux, les aciéries, à l'époque des grandes migrations, de grandes grèves en 1905 entre les syndicats rouges, les syndicats jaunes, enfin bref, c'est le bazar. Et on va suivre nos héros dans ces deux périodes de leur vie, en réalité, qui se répondent, se correspondent, et qui nous permettent aussi de nous apercevoir que les apparences sont parfois trompeuses. Dans Dur comme fer, on est effectivement, on est dans un contexte... Alors d'abord, on est dans un contexte de transformation industrielle très forte, d'industrie lourde. La main-d'œuvre est insuffisante, on va donc la chercher dans les pays pauvres et on va la chercher notamment en Italie du Sud, qui à l'époque est excessivement pauvre. Donc il y a de grandes migrations italiennes, mais quand je dis de grandes migrations, c'est que certaines villes en Lorraine à l'époque comportent 2/3 d'Italiens immigrés. C'est extrêmement massif. Donc on a ces grandes migrations. Qui heurtent en plus à leur arrivée des conflits sociaux, des conflits syndicaux au sein même des populations entre ce qu'on appelait des jaunes et des rouges. Des conflits qui ressemblent énormément, d'ailleurs, quand tu les étudies, à ce qu'on a vécu avec les Gilets jaunes, par exemple. Donc, des grandes migrations qui heurtent des contextes syndicaux très durs, des conflits sociétaux très durs, avec des radicalisations de part et d'autre des médias. Par exemple, il y avait les journaux jaunes, les journaux rouges qui se disaient des horreurs. En plus, les Italiens arrivent là-dessus. Alors, moi, je croyais que les migrations italiennes, c'était passé crème, hein. Nous, on adore les Italiens, la pizza, les pastas. Pour moi, on avait toujours été les meilleurs amis du monde. Et je découvre, en préparant ce livre, que pas du tout. Pas du tout, ça s'est pas du tout passé crème. Ça a été très compliqué, ça a été très douloureux, ça a été très violent. Beaucoup de gens maintenant, des sociologues et des historiens, ont parlé des chasses à l'ours, notamment où on assassinait, hein, clairement, on pourchassait, on assassinait des Italiens. Donc c'est toute cette ambiance, effectivement, qui est retranscrite. Et quand j'ai préparé le livre, oui, bien sûr, j'ai pas pu m'empêcher de penser à aujourd'hui, en disant, mais finalement, ces grands bouleversements comme ça, migratoires, technologiques et sociaux en même temps, on les a déjà un peu vécus. Alors, forcément, on n'était pas là, donc on s'en rappelle pas. Mais on a vécu des choses comme ça, et c'est aussi ce que je trouve intéressant dans le polar en général, mais dans le polar historique notamment, c'est qu'on peut éclairer, de biais, hein, éclairer un peu indirectement, des choses qui en réalité sont pas si historiques que ça et font vraiment écho à des problématiques très très actuelles. C'est ce que j'ai aussi fait sur Marque de fabrique et la conscience de la Louve, mais sur Dur comme fer, c'est bien sûr encore plus marqué puisqu'on a cette effervescence sociale très forte et très violente. C'est probablement assez universel en réalité. Quand une population reçoit une autre population différente, souvent plus pauvre naturellement, c'est extrêmement schizophrène. D'un côté, elle en a besoin, parce que très clairement, si on a fait venir les Italiens à l'époque, c'est qu'on n'avait pas assez de main-d'œuvre et que les agriculteurs lorrains ne voulaient pas descendre dans les mines. Donc c'est un peu schizophrène, on les veut, on va les chercher, et puis en même temps, une fois qu'ils sont là, ça pose des tas de problèmes. En plus, c'est des hommes, alors je vous dis pas, forcément, les femmes se retrouvent en sous-nombre, autant dire que ça met un peu le bazar, bon. Et voilà, c'est
c'est toute cette problématique. Alors en plus, à l'époque, on est dans carrément des bidonvilles, hein. On est dans la création de bidonvilles parce que le logement, bien sûr, ne suit pas, avec des conditions sanitaires effroyables, beaucoup de maladies, beaucoup de... Voilà. Et c'est pas si vieux. C'est pas si vieux, ça a 100, 120 ans, 110 ans, c'est pas 110 ans, ouais, c'est pas très très vieux, en réalité. Nando essaye de quitter une certaine violence. Alors, en plus, c'est un personnage pas du tout violent. Nando, lui, il veut juste cultiver des citrons. Il est même un peu lâche. Il n'aime pas ça du tout, se battre. C'est pas du tout son truc. Donc, il fait tout pour éviter la famille mafieuse. Il n'y arrive pas. Il arrive en France. Il fait tout pour éviter les luttes syndicales. Mais tout le monde veut le prendre avec lui. C'est compliqué. Enfin, il passe sa vie à essayer d'éviter les ennuis et les embrouilles. Mais en fin de compte, c'est les embrouilles qui finissent toujours par le retrouver. Et effectivement, entre autres embrouilles, il sera confronté aux chasses à l'ours, mais pas que. Il y aura des tas d'autres difficultés auxquelles il sera confronté et pour lesquelles il devra trouver des stratagèmes. Quel est le point de départ? Est-ce que c'est plutôt l'intrigue ou est-ce que c'est plutôt le côté historique? Pour l'instant, le point de départ, et en tout cas les trois là qui viennent de sortir ces 3 dernières années, le point de départ, c'est les lieux. En fait, le point de départ, c'est les endroits. Par exemple, pour Dur comme fer, je veux écrire sur la Lorraine. J'y ai travaillé il y a 30 ans. J'ai adoré cet endroit. J'ai adoré les gens. Enfin, voilà. Je m'y attendais pas, hein, parce que quand j'ai quitté Lyon pour la Lorraine, les gens m'ont dit « Ah bon, mais t'es folle, ça va pas, t'as trop chaud ». Et en fait, non, j'ai adoré cette région. J'ai adoré son histoire que j'ai complètement découverte et que j'ai trouvée hyper intéressante. Et donc, j'avais envie de revenir en Lorraine et de raconter cette histoire à tout le monde. Et une fois que j'ai le point de départ qui est le lieu, je cherche ce qu'il y a d'intéressant à raconter qui se rattache au lieu, en fait. Hein, et je creuse son histoire, je creuse ces coins incroyables ou ces beaux endroits. Et j'essaye petit à petit de créer une histoire comme ça. Mais je pars des lieux en général. Comment ça s'est passé au niveau de tes recherches pour Dur comme fer et combien de temps ça t'a pris au total? Alors pour moi, c'est vrai que la partie recherche, c'est de loin la plus longue, la plus compliquée, la plus passionnante aussi, je dois dire. C'est celle que je préfère, moi, c'est celle qui m'amuse le plus. Et en général, elle comporte deux grandes phases. Une phase à la maison, qui est bibliographique. Donc là, en général, je me ruine en bouquins qui serviront ou qui ne serviront pas. Et là, j'étudie l'histoire, les lieux, des témoignages. Enfin voilà, gros travail biblio. Et puis, lorsque j'ai à peu près construit mon histoire, je vais sur place, sur les traces de mon histoire, et j'y reste le temps qu'il faut pour finalement tourner le film, parce que c'est vraiment ce que je fais, et c'est vraiment comme ça que je le vis, pour tourner le film que je vais raconter. Donc je vais sur place, je suis une espèce de mythomane réalisatrice, et je réalise mon film, et je me dis, bon bah ok, donc alors il habitait ici, lui il est mort là, et je construis mon film sur place. Bien sûr, je travaille beaucoup sur place, je vais aux archives départementales. Par exemple, là, pour Dur comme fer, aux archives départementales de Nancy, j'ai retrouvé tout l'historique, par exemple, le suivi des grèves de 1905, bulletin par bulletin, des inspections du travail, de la police, etc. Je fais naturellement une recherche dans les journaux d'époque. Donc, je lis toute l'année, toutes les années, en fait, sur lesquelles je vais travailler. Je lis 2 ou 3 journaux au moins de la région pour vraiment sentir toute l'actualité, toute l'ambiance, voilà. Je passe du temps aussi dans les musées, je passe du temps à trouver des gens qui savent, parce qu'il y a toujours des gens qui savent. Je suis tombée, par exemple, pour Dur comme fer, je suis tombée sur un monsieur. Il avait la plus grande collection de cartes postales de 1905 de France. C'est improbable quand même. Hein. Je tombe sur Internet, sur un article de journal du Républicain Lorrain qui dit Monsieur Machin, la plus grande collection. Donc, je cherche Monsieur Machin, sur les réseaux, il n'y est pas, naturellement. Donc, je sais où il habite, donc je vais dans les boulangeries du coin. Je dis, est-ce que vous connaissez Monsieur Machin? Oui, il habite là-bas. Donc, j'ai sonné chez Monsieur Machin, je lui ai dit, montrez-moi votre collection de cartes postales. Et c'est comme ça que j'ai eu toute une iconographie incroyable pour Dur comme fer, pile dans l'année que je cherchais. Bon, bref,
Je me suis retrouvée dans les forêts aussi avec des gens de Saône, un bled pas très loin, à chercher avec eux les entrées des anciennes mines parce qu'elles ont disparu, elles sont mangées par la végétation. Et donc on a cherché ensemble parce qu'eux ils se rappelaient que la voie ferrée passait par là, donc on a cherché, voilà. Donc c'est le genre de recherche qui peut vraiment être à la fois improbable, inattendue et assez amusante. Alors d'abord j'y suis allée dans les mines. Hein. Je me suis fait ouvrir les mines, je m'en suis fait ouvrir 2. J'y suis allée et j'y suis restée un moment. J'ai touché les murs, j'ai touché les sols, j'ai écouté les bruits, je me suis un peu perdue dedans, je me suis fait bien sûr expliquer les choses. Et ensuite, alors outre les anecdotes bien sûr qu'on va te raconter quand tu visites des endroits, il y a toute une partie vraiment d'imagination et de reconstitution qui me sont assez faciles une fois que j'ai vraiment beaucoup de données. Une fois que j'ai beaucoup de données, c'est comme, je sais pas, c'est comme si tout se mettait en place dans ma tête et comme si j'arrivais à me projeter sur place. Quand je raconte mon histoire, je la vis, je suis sur place et ces odeurs, ces sons, en réalité, ils viennent à moi tout seuls parce qu'ils sont logiques, ils sont cohérents en réalité. Et ils arrivent tout seuls quand je raconte pour peu que j'ai suffisamment travaillé en amont la masse d'informations, mais en fait, je suis dans la mine quand je la raconte. Donc, je sens les odeurs, j'entends les bruits. Je me dis, ils sont forcément passés par ici, ils allaient aux toilettes forcément là, c'est obligé, etc., etc. Donc, les choses viennent assez naturellement. C'est comme quand Pinocchio devient un petit garçon, tout d'un coup, tout devient vrai, c'est assez rigolo. Je construis mon histoire exactement comme un film, avec la même méthodologie, c'est-à-dire que j'ai construit un storyboard, j'ai des plans, j'ai même des dessins des pièces où vont bouger les protagonistes, je sais par où ils rentrent, je sais par où ils sortent, je sais ce qu'ils voient par la fenêtre. Tout est planifié comme ça. Les dialogues importants sont planifiés aussi dans ma tête. Je sais exactement quel est l'agencement des scènes, comme un montage en réalité. J'ai préparé une sorte de montage avant. Moi, j'appelle ça mon budget chapitre, mais mon montage est prêt avant. Et je m'appuie énormément sur des photos, des plans, des dessins et tout ce que j'ai glané en fait sur place. Donc, quand je dis que je fais un film, c'est véritablement la construction préalable à mon histoire. Et quand j'ai réussi dans ma tête, alors je le fais dans ma tête le film, hein, mais enfin, il a fallu quand même que j'écrive des choses, que je construise plus qu'un plan. Hein. Moi, j'appelle ça vraiment un storyboard. Je vais même caster, en fait, je vais même faire des castings. Je vais sur Internet et je vais chercher des têtes qui ressemblent à l'idée que je me fais de mes protagonistes. Tu parles de tout ce que tu fais dans tes recherches. Et donc, ça fait beaucoup de recherches, ça fait beaucoup de matière dans plein de domaines et de genres différents, des photos, des témoignages, plein de choses que tu viens d'expliquer. Comment on fait le tri dans tout ça quand tu as amassé cette tonne de documents, de témoignages, de lieux, d'odeurs? Comment on s'organise pour faire le tri? Ça intéresse les gens qui nous écoutent. C'est une vraie bonne question parce que surtout dans un roman historique, et surtout dans des romans historiques et industriels, ce qui est un peu le cas des miens notamment, avec de la technique, avec des métiers et tout ça, on a vite fait de tomber dans une espèce d'excès comme ça, où on voudrait tout dire, tout est intéressant, on voudrait tout raconter, tout dire, et il ne faut surtout pas, parce que le but du jeu, c'est quand même d'être au service de l'histoire et de pas gonfler les gens avec un excès d'informations. Et ben, j'ai envie de dire, pareil, le cinéma. C'est-à-dire que quand je tourne mon film dans ma tête, le tri il se fait de fait. Je choisis le lieu parmi les 5, 10, 15 possibles. Je ne peux pas en choisir 25, j'en choisis un, j'en choisis 2. Je ne peux pas tourner 10 milliards de scènes. C'est frustrant ça, ou pas trop, quand tu dois faire une sélection? C'est frustrant, mais c'est un exercice qui ne me dérange pas parce que finalement, j'ai l'impression de sortir le meilleur. Tu sais, c'est comme si tu cultivais... des tas de citrons, hein, puisqu'il en est un peu question dans Dur comme fer. C'est comme si tu cultivais des tas de citrons, mais tu vas garder pour les gens les 10 meilleurs. Alors bien sûr que c'est frustrant, t'en jettes plein, mais tu vas apporter aux gens les 10 meilleurs. Les 10 les plus parfaits et les plus nécessaires et les plus au service de ce que tu veux faire. Et c'est ça qui est chouette, c'est de pouvoir prendre le meilleur et surtout d'être au service de l'histoire. Moi, je reste toujours obsédée par l'histoire, par une bonne histoire. Mon éditrice, quand elle m'a rencontrée, elle m'a dit, vous savez, c'est pas compliqué. Pour faire des bouquins, il faut une bonne histoire,
une bonne histoire et une bonne histoire. Moi, j'étais nulle en histoire, par exemple, j'aimais pas ça. J'ai passé toute ma scolarité à ramer pour passer les 10, quoi. Et même au bac, j'ai dû avoir 11, vraiment un miracle, quoi. Donc, je pense qu'il y a ce côté un peu scolaire, quoi. On a peur du côté un peu scolaire du cours historique. Parce que sinon, une dystopie, c'est exactement un roman historique, hein. Simplement, c'est un roman historique qui se passe demain au lieu de se passer hier, hein. Moi, quand j'ai lu Dune, quand j'étais petite, faut s'arracher les cheveux, Dune, hein. Il y a énormément de personnages, énormément de décors, une langue, voilà, c'est ce qui était peut-être arrivé. Il y a énormément de décors, il y a une langue, quasiment une novlangue, voilà. Et on va pas lui faire le reproche d'être un roman historique. Donc, en réalité, je pense que quand les gens ont peur du roman historique, c'est surtout que ça doit leur rappeler quelque chose de cet ordre, comme ça, un peu scolaire, un petit peu pénible. Mais c'est ni plus ni moins qu'une sorte de dystopie dans le passé. Et comme les dystopies, le roman historique nous permet vraiment de parler de choses actuelles, au fond. La Servante écarlate, qui parle d'une dictature aux États-Unis, bon, bah, il y a des moments... voilà, on ne sait pas bien si on est sur de l'historique, de la dystopie ou du court terme, hein. Donc, pour moi, c'est plutôt le fait de décaler le récit hors du contemporain. On le met dans le passé, on le met dans le futur, on le met dans une dystopie. En réalité, on va décaler le décor et le contexte pour ajouter encore une dimension intéressante ou surtout quelque chose qui dépayse, en fait. Voilà. Donc, dans l'historique, comme dans une dystopie ou comme dans de la science-fiction, on va être dépaysé. On va découvrir des mots, on va découvrir des trucs incroyables. On va se dire, mais ça marchait comme ça, mais c'est incroyable. Bon. Alors, en plus, dans l'historique, on peut, si on aime ça et si ça nous intéresse, on peut apprendre des choses que moi, je trouve intéressantes par exemple, sur l'industrialisation française. On parle beaucoup de désindustrialisation. Mais finalement, c'est quoi l'industrialisation française? Qui l'a faite? Comment ça s'est passé? C'est ce que raconte, par exemple, Marque de fabrique. Si on regarde le succès, par exemple, des polars historiques qui nous racontent les débuts, par exemple, de la science, les débuts de la médecine scientifique, les débuts de la psychiatrie, par exemple, sont passionnants. Enfin, il y a plein de débuts. C'est un peu comme des préquels. Les préquels, c'est super intéressant et ben voilà, le roman historique, c'est un peu le préquel, c'est un peu le préquel du contemporain. Non, mais l'idée, c'est vraiment c'est vraiment d'embarquer dans une atmosphère. Alors en plus, moi, je choisis des atmosphères naturellement étranges. Dans Marque de fabrique, on est dans une usine pensionnat où on enfermait les jeunes filles depuis leurs 12 ans jusqu'au mariage. C'est un lieu très carcéral, très flippant, très impressionnant. Et bien sûr, j'y ai collé quelques fantômes. Dans La Constance de la Louve, on est dans la Lozère, 70 ans après la bête du Gévaudan. On tue les loups dans les forêts, enfin, on est dans cette ambiance comme ça, il y a 10 mois d'hiver par an. Donc, et là, dans Dur comme fer, on est dans des mines, des hauts fourneaux, où on passe à la fois de l'acier brûlant au fer complètement glacé. Donc, il faut choisir aussi des époques et c'est surtout des ambiances que je cherche en réalité. C'est surtout des ambiances un peu extraordinaires et un peu effrayante ou très évocatrice que je cherche. C'est pas tant la période en elle-même. Je suis pas obsédée par telle période. Je cherche surtout des ambiances et des moments où il se passe des choses intéressantes et où le crime a toute sa place. Qu'est-ce que tu voudrais dire, toi, Cécile, pour conclure? Je voudrais dire que je m'amuse comme une petite folle. Que ma fille est très fière de moi quand je lui ai dit que je passais sur Twitch ce soir et que cette aventure livresque me fait rajeunir tous les ans. Alors voilà, pourvu que ça dure longtemps, parce que si ça se trouve, je vais finir tel Benjamin Button revenu à l'enfance totale. Donc je m'amuse et j'espère que les lecteurs s'amuseront avec moi. Voilà. Mais c'est pour moi vraiment ça, c'est un concentré de tout ce qui m'a plu dans ma vie, le cinéma, le monde ouvrier, et surtout se faire plaisir, s'amuser, et puis tenter sa chance. Je vois plein de gens en dédicace qui sont intrigués par le fait qu'il y a encore 3-4 ans, je faisais un vrai métier, et pas un métier de saltimbanque.
Et je suis la preuve que si ça existe, que si des éditeurs lisent les manuscrits et que si on veut tenter sa chance, sponsorisé un peu par son mari, certes, hein, ou son épouse, mais que si on veut tenter sa chance, c'est possible et ça peut marcher. Voilà, donc un message d'espoir et d'optimisme. À mon mari, je voudrais lui dire que j'ai beaucoup de chance de vivre avec quelqu'un qui te fait croire que tu es toujours capable de plus que ce que tu as fait. Et il te le fait tellement croire que tu finis par y croire toi-même, et tu finis tellement par y croire que ça finit par être possible. Et vivre avec quelqu'un je vais chougner un truc, c'est idiot, mais vivre avec quelqu'un qui est capable de provoquer ça chez toi, je souhaite ça à tout le monde. Voilà.